J'ai fait un peu de coordination de la discussion. Oui. Vous ne pas me laisser autocoordonner. Et alors, c'était très intéressant, très dense, avec une très belle lecture des Simmel et aussi avec un développement au-delà des Simmel que je trouve extrêmement intéressant. Et peut-être là-dessus, il y a différentes questions, aspects à mieux comprendre. J'ouvre la discussion, s'il vous plaît. Oui, je veux bien poser une première question. En essayant de mettre les deux présentations en résonance, il me paraît qu'il y a vraiment une tension dans le programme proposé par Simmel, dans les textes différents que vous avez présentés dans un premier temps, et dans ce programme-là, parce que dans le premier cas, il s'agit d'une conduite maîtrisée, mise en œuvre avec des exemples plutôt des récits, les biographies des grands artistes, vous avez dit. Et donc effectivement, on voit comment on peut manier, essayer d'orienter le récit, même si la perception même du récit est problématique. Et alors comment est-ce qu'on peut maîtriser notre apparence, l'atmosphère qu'on produit, qu'on véhicule? Est-ce que ça va être dans les cas des conduites maîtrisées, de la mise en scène d'une individualité réunie par son corps, par l'ensemble des impressions que ce corps produit, ou bien il s'agit de quelqu'un qu'on ne peut pas vraiment maîtriser, et donc dans ce cas-là, l'aspect élitiste de la maîtrise du récit va être préservé, alors que ce qu'on ne peut pas maîtriser, c'est pour ceux qui sont dominés, pour ceux qui n'ont pas accès à ce travail d'élaboration du soi à travers ces formes narratives comme biographie des artistes. Voilà, ça c'est juste que c'est une tension que j'avais à l'esprit en vous écoutant. Et j'avais d'autres questions un peu moins théoriques peut-être, mais je ne sais pas, peut-être que... Non, posez-les. Alors, vous avez bien, juste pour préciser, donc il s'agit bien d'un état, d'une perception, sinon pré-sociale, du moins pré-cadrée, dans le sens de Kaufmann. Donc il y a une perception sans cadre qui l'oriente. Oui. Pour Simmel, c'est oui. Ça? Et, disons, la réponse aux deux questions, c'est que je propose de lire ces textes dans la perspective de l'anthropologie philosophique, donc qui n'est ni de la sociologie de la modernité, comme c'était plutôt le propos de Gregor, c'est-à-dire comme une réflexion sur ce qui advienne, que la modernité comme processus a comporté, et donc sa conséquence éthique au niveau personnel, comment se positionner par rapport à ce processus qui nous concerne, tandis que dans ces textes, Simmel est toujours entre les deux, hein, je dirais que vraiment, entre l'anthropologie philosophique des traditions vraiment allemandes et la sociologie. Et tandis que la lecture que j'ai proposée est plutôt vraiment sur la description des mécanismes au niveau originaire de la perception sociale, que, comme vous avez dit très justement, est hors cadre, parce qu'on est vraiment au niveau du rapport immédiat entre le moi et l'autre. Il n'y a pas de contexte culturel et de cadre qui donne un sens à la chose. C'est vraiment ce qui fait l'anthropologie philosophique, s'interroger sur cette dimension profonde et originaire de la chose. Et d'où ma question plus précise, plus technique, sur votre enquête, c'est qu'il s'agit de quel genre? Vous avez dit qu'il y avait un volet empirique. Donc je me pose la question sur ce volet-là, sur ce rapport de ce volet avec les sciences cognitives, avec les neurosciences, parce que
Neuroscience va essayer de partir dans la direction phénoménologique en disant qu'il y a des réactions, justement, qui sont tout à fait subjectives, mais sur lesquelles on peut produire des généralités, généralisation, et dire voilà, c'est comme ça qu'on perçoit dans les 90% des sens une telle couleur. Voilà, ou bien, ou bien c'est une direction bourdieusienne plutôt constructiviste, et donc pas vraiment neuroscience. Alors, une précision, je ne travaille jamais dans j'essaie de faire vraiment un travail philosophique qui est un peu au-delà de la... C'est-à-dire, j'utilise Bourdieu en donnant une lecture là où je trouve que ces instruments d'explication sont très efficaces, mais mon propos n'est pas de faire de la sociologie appliquée à des combos ou à faire des études de cas, des conditions particulières dans les domaines de la recherche sociologique. C'est plutôt de lire, par exemple, un texte comme L'essence pratique, qui est un texte qui est vraiment presque au niveau de la théorie sociale et de l'anthropologie philosophique de base, en prenant des instruments d'interprétation que je mélange avec d'autres traditions sans problème. Donc, par exemple, d'ici, mon intention de mettre à jour évidemment la question du côté naturel de la perception avec des études de sciences cognitives. La question de la sympathie ne peut pas se passer aujourd'hui de toute la question des neurones miroirs. De toute manière, à mon avis, il faut connaître et après élaborer ces matériels dans la... Mais disons, ce que Simmel, à mon avis, apporte est vraiment l'ouverture d'une piste, et surtout, pour résumer, l'idée de travailler sur la médialité, sur ce entre-deux, le sujet et l'objet, et sur la nature médiatrice du sensible, qui me semble très efficace, justement, après, pour éviter les dualismes ou beaucoup d'a priori qui sont acceptés comme ayant de soi par les disciplines par exemple par un certain côté de la sociologie qui a tendance à tout socialiser au-delà de la recherche en sciences cognitives qui par contre ferait monter toute la nature. Ce que je trouve intéressant ici, c'est toujours la possibilité de mélanger les deux approches, de poser continuellement la question des apports, du rapport entre la nature et la culture, etc., sans avoir une réponse a prioriquement déjà définitive. Une recherche ouverte, je dirais, et pas éclectique au sens que tout va dans les mêmes, comme s'il n'y avait pas de différence, mais où les apports des domaines différents sont les bienvenus pour enrichir la chose. Alors peut-être que je vais poser une question complètement au sujet, je ne sais pas, mais par rapport au concert collectivement ressentir quelque chose. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout est-ce qu'on peut ressentir ça dans une exposition? Est-ce qu'on peut avoir ce sentiment indirect, du coup, par rapport à ce que vous avez dit, devant une œuvre? Est-ce qu'il traite de ça? Est-ce que ça touche à votre recherche? Je réponds un peu, j'improvise, mais je pense que oui, absolument. Déjà, l'espace du musée, la tentative de produire une sorte d'un côté d'autonomisation de l'expérience de l'art qu'on fait à l'intérieur de son espace, mais aussi d'une sorte de synesthésie dans laquelle le silence, par exemple, la façon particulière dont les œuvres sont exposées, contribue à la réception de l'œuvre elle-même. Et aussi la possibilité du fait qu'il y a un public de spectateurs qui regardent les mêmes tableaux et qui donc probablement partagent sous une certaine mesure les mêmes sensations. Simmel donne comme toujours de suggestions brèves et donc il parle justement du fait que par exemple il y a un lien entre la religion et le fait que la communauté partage le même ciel. Donc ici l'idée de faire partie justement d'une communauté sensorielle grâce à ça et aussi le fait que pour lui la solidarité entre les travailleurs a été aussi produite ou aidée par la condivision de l'expérience qui était permise par l'usine et par la condivision de l'expérience sensorielle et aussi dans sa violence, les bruits de l'usine, etc., qui formaient une sorte d'expérience commune. Ce sont des intuitions qu'après on peut décliner, comme j'ai un peu proposé de le faire avec la question des bébés, de la
relations érotiques dans toutes les directions, en apportant des contributions différentes. Ce que je trouve intéressant est la piste, après on peut la continuer, sans oublier que justement la réflexion des Simmel était liée à son époque. Et donc qu'il avait devant les yeux des phénomènes en part différents de ceux que nous avons aujourd'hui, avec qui nous avons affaire. D'autres questions? Oui, merci. Et je voudrais, par rapport à ton intervention, Barbara, sur la rencontre, sur l'intuition sensible dans la relation sociale, tu as défini comme, si j'ai bien compris, comme une sphère holiste, des relations qui se réalisent justement au niveau du moyen sensible. Et dans cette sphère holiste, on dit que les particularités qui nous définissent en tant qu'individus particuliers sont suspendues, dépassées d'une certaine manière pour permettre la liaison sociale. Justement. Je me demande si dans ces moments se réalise ce que Gregor appelait les troisième a priori de la vie sociale, c'est-à-dire la synthèse justement entre la subjectivité intime et la subjectivité extérieure, qui est justement un effet de l'intériorisation de la fragmentation sociale, et si en même temps, ou sinon, de l'autre côté, la reconnaissance et la distinction qui je ne sais pas si on peut les considérer aussi comme des formes a priori de la vie sociale selon Simmel, mais reproduisent cette fragmentation. Parce que, enfin, reconnaissance et distinction, comme tu as dit, sont les deux faces du même désir qui s'exprime dans l'interaction sociale de la part de l'individu, mais en même temps n'exprime pas la même chose. La reconnaissance, c'est quelque chose d'hétéronome, donc c'est la reconnaissance que l'autre a pour moi, pendant que la distinction, c'est peut-être quelque chose d'autonome, c'est-à-dire quelque chose qui justement définit mon originalité, ma différence par rapport à l'autre. Oui, je ne pense pas bien avoir compris la première question, mais quant à la suite, Simmel identifie la quête de reconnaissance avec la quête de distinction. Donc il n'y a pas cette tension entre les deux significations, qui est plutôt l'autre idée de reconnaissance est plutôt liée à la tradition kantienne du respect égal pour tout le monde, tandis que Simmel appartient à ces courants, Hobbes par exemple, ou aussi Nietzsche, qui pense la recherche de l'appréciation d'autrui à l'intérieur d'un modèle de volonté de puissance. C'est-à-dire, je veux suivre justement ma volonté, mon désir de supériorité, d'être considéré supérieur aux dépenses des autres, comme une forme d'égoïsme, d'individualisme radical, et j'utilise la stratégie de vouloir plaire comme une forme. Bourdieu, avec ces deux modèles, l'idée que la recherche du capital symbolique et en parallèle avec la recherche du capital économique montre très bien la complémentarité des deux modèles et comment ils se réduisent au même. C'est-à-dire, c'est toujours vouloir gagner une position de supériorité à l'intérieur du champ social. On utilise soit des moyens économiques, matériels, soit des moyens symboliques. Donc, d'un côté, on capitalise l'estime et d'un côté, on capitalise les moyens matériels. Et Simmel est plus ou moins dans cette manière moins radicale, mais dans cette tradition. Et quant à la première question, je n'ai pas compris je n'ai pas compris. Oui, la première question, j'ai repris
les trois a priori de la vie sociale que Gregor avait exposé dans sa présentation. Et il y avait justement, c'était trois moments. Je crois qu'il y a une réaction dialectique entre les trois moments. C'est-à-dire un moment où moi, les sujets, je commence à concevoir une intimité, une sorte de vrai moi, un moi authentique, que c'est un moi inclusif. Et un deuxième moment où je comprends que je suis vu selon une image différente de celle que je possède dans mon intimité. Et il y a après un troisième moment où il y a, je trouve, une synthèse entre ces deux faces de la personnalité. Ok, j'ai compris. Et je me demandais justement si ça advient au niveau de l'immédiateté de la relation sociale en tant que relation sensible. J'aurais tendance à répondre en disant qu'ici, la question de l'individualité, du rapport du soi à soi-même est tout à fait encore externe. Elle ne se pose pas, parce que l'intérêt des hymnes est plutôt sur l'interaction, sur l'entre-deux. Ce qui l'intéresse, c'est comment fonctionne le rapport entre individus, mais il ne parle pas de la perspective d'un moi qui se rapporte à l'autre. Il s'interroge vraiment sur l'élément de médiation qui sont les sens dans leur activité de perception. Et on est, je dirais, au-delà de la problématique de la conscience du moi, du rapport de soi à soi-même. C'est un autre niveau de l'analyse. Donc je dirais que la question ne se pose pas. Donc, pour approfondir, donc l'essence chez Simmel ne se donne pas au niveau étroitement individuel. L'essence, c'est toujours un entre-deux. Oui. Oui. C'est toujours le champ de l'interaction, ce n'est jamais quelque chose à moi. Oui, et donc c'est la réponse, c'est que ce qui l'intéresse, c'est toujours la forme du social, et dans ce cas de l'interaction, les sens, ce sont la forme sensible de l'interaction. Et c'est l'entre-deux, le médiateur, les connecteurs, les ponts. Simmel adore de belles métaphores qui sont les ponts et la porte, qui sont les métaphores justement du passage et de la médiation, et qu'il utilise comme des métaphores de ces concepts principaux. Et donc, justement, vous devez lire son analyse de la sensibilité comme, il utilise d'ailleurs les mots ponts à plusieurs reprises. Les sens, ce sont les ponts entre les êtres humains, entre les individus. Et c'est un essai sur le pont, pas sur les deux côtés du fleuve. C'est l'inverse de la monade, alors une porte, une fenêtre, ça n'a pas de sens. Moi, je trouve beaucoup de gaélisme toujours dans cette attention pour les tiers. Oui. Non, c'est une dialectique qui n'a pas qui a des moments d'aspiration à la conciliation, mais qui surtout s'intéresse sur la réciprocité entre les deux pôles. Chacun cause l'autre et renvoie son action sur l'autre. Il n'y a pas la spirale, mais il y a toujours ce mouvement et comme chez Hegel, peut-être le protagoniste véritable est toujours le troisième, c'est l'élément qui permet de connecter les dichotomies traditionnelles de la métaphysique. C'est l'esprit, le médiateur, la médiation. Et c'est pour ça, je pense, que l'art, toute la dimension esthétique, chez lui, a ses pouvoirs de connexion et de synthèse, parce que finalement, joue le rôle d'un médium. Oui. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a ce troisième élément, on est conscient de ce troisième élément, on s'interroge toujours sur les questions de médiation entre, mais on n'a jamais une solution chez Simmel. Oui. On n'a pas l'élément hegelien de, voilà, on a dépassé une opposition, on a obtenu une synthèse, on passe au niveau supérieur. On reste toujours une média stress avec ces états de tension et la nécessité de les décrire. Ce que je trouvais très intéressant de ton analyse et ce que tu essaies de développer aussi au-delà de cette lecture très approfondie, très personnelle du texte que j'ai beaucoup aimé. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la question que tu poses. Est-ce que
une analyse de la sensibilité, de la perception peut être un élément, disons, d'intégration de la théorie sociologique, comme Bourdieu la propose. Il n'y a pas de sensibilité naturelle, il y a toujours une médiation des formes sociales afin que dans notre analyse de la sensibilité, nous devons toujours nous poser la question, est-ce que ça est un moyen pour reproduire une domination sociale? Et ce que tu suggères d'une certaine façon, c'est de dire, à un moment, d'un point de vue de l'anthropologie philosophique, il y a une sorte de racine qui n'est pas seulement sociale. Oui, c'est la nature, le fait que je laisse ouverte la porte à considérer les contributions de la biologie, par exemple, ce genre de choses. Et alors, je trouve ça très, très intéressant. Comment on peut intégrer ça? Parce que c'est un débat très, disons, radical chez les sociologues, où nous rendons compte que le sociologisme, c'est une faute. Il faut essayer d'éviter de réduire tout à cette dimension-là, mais on n'a pas toujours les moyens pour comprendre comment intégrer. Non. Alors, je trouve ça très intéressant. Et quand tu parles d'anthropologie philosophique, c'est un peu laquelle? Tu as des pistes françaises, allemandes? Qu'est-ce que tu... Oui, Plesner, par exemple, avec la question des sens, et aussi de dans les Grenzengemeinschaft sur la question du prestige du nimbus, comme justement l'atmosphère sensible qui nous permet de distinguer les autres, de préserver la sphère de l'intimité. Et aussi, j'aime beaucoup, là c'est une autre piste courante, la Kojève finalement, c'est le dernier cas d'anthropologie philosophique qui n'avait pas honte de se définir comme ça, parce que finalement c'est une discipline qui a eu une destinée, elle n'a pas beaucoup de légitimité dans l'espace de la discussion aujourd'hui, l'anthropologie philosophique, parce que soit elle a été substituée par l'anthropologie culturelle ou naturaliste, qui ont des moyens différents de poser les problèmes et les questions, et tandis que l'anthropologie philosophique semble un peu un rêve déprivé des fondements. Mais moi, je la récupérerai, surtout, pour le dire avec Simmel, dans sa mission de connexion. C'est-à-dire, moi je vois dans la philosophie, surtout aujourd'hui où la division du travail intellectuel et la philosophie a un peu perdu son objet, s'occuper de la totalité. Et un temps, elle avait toutes les disciplines à son... Et maintenant, elle lui reste soit de faire de la réflexion sur l'épistémologie ou sur les autres sciences, soit de réfléchir sur des choses parfois très vagues. Et c'est surtout de récupérer dans la philosophie sa nature, parce que la nostalgie et mémoire de la totalité, sa capacité de connecter les savoirs. Moi, je vois beaucoup le travail du philosophe comme la capacité de voir des similitudes entre des domaines différents qui parfois ne communiquent pas et de les réunir en faisant voir qu'il s'agit du même problème abordé par des perspectives différentes. Et donc la philosophie a la capacité de remettre en dialogue des domaines de la connaissance qui se sont séparés. Et j'avais un peu essayé de le faire en travaillant sur le programme de l'esthétique sociale, en faisant voir comme vous avez mentionné Goffman, après il y a Bourdieu, après il y a Simmel du côté plutôt de la philosophie et de la sociologie, etc. Et aussi, je ne sais pas, Hannah Arendt dans la première partie de la vie de l'esprit où elle parle de l'anthropologie des apparences, etc. Comment des domaines qui ne dialoguent pas, c'était difficile de connecter ces livres dans un même... Ils parlent du même problème. Et donc, ils peuvent être considérés comme un premier canon de problématisation de la question esthético-sociale, qui donc est interdisciplinaire par nature. Parce que vous avez évoqué individualiser un objet dans mon sujet, et du coup j'ai l'impression que ça touche aussi. Oui. Il y a le parfum qui vous rend unique, il y a une distinction.
c'est un peu ça. Donc l'ouverture vraiment à les contributions un peu de toutes les disciplines, sans oublier, comme on a dit, la nature, la question des risques toujours un peu de la sociologisme, non, sociologisme, tu l'appelais, et qui explique tout dans sa racine culturelle. Parce que parfois on perd, par exemple, lorsqu'on a affaire avec les corps, si on oublie... c'est un peu un problème. Et Bourdieu lui-même, par exemple, il faisait un usage très riche, très fécond de Merleau-Ponty. Après, il le ramenait un peu de sa part, mais il était plus ouvert que peut-être on a l'habitude de penser. Mais on vous laisse partir parce que c'est tard. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh, merci d'être venu. Merci à vous d'avoir résisté tellement longtemps. Voilà. Merci, au revoir.